Bonjour tout le monde et bienvenue à Cette semaine à l'école, épisode 39. Aujourd'hui, deux conversations sur la même question. Est-ce qu'on traite l'école publique comme une dépense à couper ou comme une chose importante qu'on protège? Alors, on va partir au Manitoba où on a décidé de nourrir gratuitement tous les élèves. Mais juste avant, on revient au Québec avec un chercheur de l'IRIS qui met un prix sur ce que ça coûterait vraiment de réparer notre réseau d'éducation. Et on commence ça tout de suite avec notre bulletin de nouvelles. Deux groupes de nouvelles ont attiré mon attention cette semaine. Tout d'abord, violence scolaire, Québec lance une enquête nationale. Entre autres, deux articles, Accueil tiède pour l'enquête nationale sur la violence à l'école lancée par Québec de Radio-Canada du 12 juin dernier de Fanny Bussière-McNichol et Daphné Dion-Vien. Et violence à l'école, être enseignant, ça veut dire se faire insulter et frapper du groupe québécois, l'agence QMI. Donc, rapidement, dans la semaine du 12 juin, Québec a confirmé qu'une enquête nationale sur la violence dans les écoles sera réalisée par l'Institut de la statistique du Québec. Le démarrage de l'enquête est prévu pour l'été 2026, entre autres à partir d'une définition commune de la violence. Et c'est en réponse à une motion unanime de l'Assemblée nationale adoptée en février dernier. Puis l'objectif, c'est de faire un portrait rigoureux, comparable aussi d'un milieu à l'autre. Le gouvernement, lui, il se donne enfin des données objectives pour orienter les prochaines actions de prévention, mais surprenamment, la majorité des syndicats ont un accueil tiède pour cette nouvelle-là. Ils saluent le principe d'un portrait commun, mais résument leur réaction pas mal en une phrase, c'est une enquête qui arrive trop tard, les solutions sont connues, les ressources manquent. Ils dénoncent que le gouvernement annonce en parallèle des coupures de postes professionnels et de soutien pour 2026-2027 et réclament des ressources immédiates plutôt qu'un nouvel exercice de documentation. L'opposition politique, elle, qui est à l'origine de la motion, entre autres le Parti québécois, juge que le gouvernement réagit à coups de manchette au lieu de prévenir. Bon, je peux comprendre peut-être le cynisme politique. Quand on lance des études, ça permet de gagner du temps. Par contre, dans les faits, il n'y a pas de portrait national depuis 2019-2020 de la violence à l'école au Québec. Donc, on navigue à travers principalement des enquêtes syndicales, ou des comptes rendus médiatiques de cas de violence. Mais bon, ça reste souvent des anecdotes et non un portrait global de la situation. Mais bon, c'est intéressant pour avoir un pouls, mais rarement pour des mesures scientifiquement valables. Puis avoir l'Institut de la statistique du Québec là-dedans, c'est avec une définition commune, c'est exactement ce qui manquait. La seule exigence que je voudrais ajouter pour être sûr que ça vaille vraiment la peine, c'est qu'il faut mesurer aussi les trois volets de la violence, pas juste une. Pas seulement la violence des élèves envers les adultes, mais aussi la violence des adultes envers les élèves, et on sait que ça existe, et la violence des adultes entre eux dans une école ou dans un milieu professionnel scolaire. Si l'enquête n'en regarde qu'une seule, on va repartir avec un portrait tout croche et des mesures qui ne fonctionneront pas toutes très, très bien. Le deuxième groupe de nouvelles qui a attiré mon attention, vous en avez sûrement entendu parler aussi, c'est la sélection par les notes. Donc, la ministre de l'Éducation, Sonia Lebel, resserre les critères. C'est 3 articles. Le projet pédagogique particulier, sélection par les notes, la ministre Lebel annonce un resserrement de la presse de Mélanie Marquis du 11 juin dernier. Les résultats scolaires ne seront plus la voie d'accès au programme particulier dans les écoles, un article du Devoir de Marie-Michel Sioui du 11 juin dernier. Et concentration sportive et artistique, le recours aux notes pour choisir les élèves interdit aux primaires et revu au secondaire. TVA Nouvelle et Geneviève Lajoie le 11 juin dernier aussi. Donc, encore là, les faits rapidement, la ministre de l'Éducation a annoncé un resserrement des critères de sélection pour les projets pédagogiques particuliers, entre autres les concentrations sportives ou artistiques. Le recours aux notes pour choisir les élèves serait interdit aux primaires et revu et encadré au secondaire à partir de l'année scolaire 2027-2028. L'objectif affiché, c'est de réduire la sélection académique et protéger aussi l'école de proximité. La ministre, elle, parle d'une mesure d'équité, de mettre fin à la sélection déguisée dans le réseau public. Les syndicats, eux, ce qu'ils disent, entre autres la FAE, met en garde depuis des années contre la dérive élitiste des programmes particuliers. La tendance appuie un encadrement plus strict tout en réclamant des ressources. C'est un thème récurrent des syndicats de demander plus de ressources. Le privé, lui, le réseau privé, l'observe de près, évidemment, mais défend historiquement sa liberté de sélectionner ses élèves. Ce que je pense de ça, c'est que la position est quand même un peu étrange quand on prend 2 pas de recul. On interdit la sélection par les notes dans le public au primaire au nom de l'équité. Bon, l'intention, elle est bonne. Mais quand on regarde les chiffres à l'échelle du Québec, c'est un élève du secondaire sur 5 qui est déjà au privé, donc c'est 20,6 %. À Montréal, c'est 1 sur 3, 34 %. Et quand on ajoute les programmes particuliers publics, les concentrations, les écoles à vocation, selon l'IRIS, c'est 39
à 44% des élèves du secondaire qui sont retirés des classes ordinaires. Donc, c'est près de la moitié des élèves. Fait que la vraie question, c'est on condamne la sélection par les notes ou juste celle qui coûte absolument rien aux parents? Parce que pendant qu'on ressort les concentrations sportives au primaire, bien, la grosse machine de tri, elle, par les notes, par le comportement ou par le portefeuille, elle continue de rouler à plein régime. Donc, si trier les élèves est un problème, bien, c'est un problème partout. Sinon, c'en est un nulle part. On ne peut pas avoir les deux en même temps. Je me demande où on s'en va avec ce genre de décision-là. On va le savoir, je présume, après les prochaines élections. On reçoit aujourd'hui un chercheur de l'IRIS, l'Institut de recherche et d'information socio-économique fondé en l'an 2000. C'est un institut indépendant qui penche à gauche et qui l'assume. Il sort des analyses chiffrées sur l'éducation, la santé et la fiscalité. Et quand il publie quelque chose, ben ça brasse. Et le mois dernier, ils ont déposé un rapport sur l'éducation québécoise. Le titre, 4 mesures pour un plan de relance en éducation. Co-auteur de ce rapport, mon invité Maxime Fortin. Maxime, bienvenue à cette semaine à l'école. Bonjour. Maxime, dis-moi, dans quel contexte est-ce que l'IRIS a publié ce rapport-là en éducation en 2026? Est-ce qu'il y avait un point de friction que vous vouliez adresser directement? Je dirais qu'il y avait, dans le réseau, il y avait différents acteurs qui se posaient la question par rapport à où on était rendu le financement de l'éducation et qui désiraient avoir un peu un portrait de la situation. Donc, nous, on s'est penché sur le financement de l'éducation. Dans le fond, qu'est-ce qu'on devrait mettre dans le système d'éducation à partir de 2026? Donc, dans une situation où on a un gouvernement qui termine son deuxième mandat, qu'on s'en va vers des élections, peut-être on va assister à un changement de gouvernement. Donc, on croyait que c'était le bon moment pour amener une espèce d'état de la situation et un état des problèmes et potentiellement des solutions à apporter. C'est intéressant parce qu'on parle d'investissement en éducation, puis l'éducation, c'est le deuxième poste prioritaire de dépenses au gouvernement du Québec après la santé. Quand on lit les nouvelles, on a souvent l'impression qu'il y a des coupures en éducation, qu'il y a un sous-investissement en éducation. Dans les faits, quand on regarde votre rapport, quand on regarde les chiffres, les investissements en éducation, dans le secteur public, entre autres, ont beaucoup plus augmenté même que la proportion d'élèves en dollars constants, le dollar de 2010, je pense, qui est dans l'étude. Donc, on investit plus qu'avant en éducation, pas moins. Oui, dans les dernières années, on a investi plus, il faut le dire. Les mandats caquistes ont été des mandats où on a réinvesti en éducation, mais malheureusement, on n'a pas réinvesti suffisamment. Et ces investissements insuffisants précédaient des périodes d'austérité en éducation. Donc, si on regarde les années 2010, les années 2000, c'était des années où les gouvernements libéraux ont procédé à des coupures et des compressions importantes en éducation. Lorsque la CAQ est arrivée au pouvoir, il y a eu des ajouts, mais il faut le mentionner, la CAQ, depuis quelques années, elle aussi, procède à des coupures en éducation. Donc, d'une certaine façon, les 20 dernières années, c'est un peu une suite d'une forme d'austérité dure qui est suivie par une austérité, on va dire, douce. Donc, à quelque part, oui, de l'argent a été remis dans le système, mais malheureusement, pas assez d'argent et pas assez en fonction des nouveaux besoins et des nouvelles directions, des nouvelles ambitions dont on avait doté le système d'éducation. Parce que quand on regarde les chiffres, donc le dollar par élève dépensé est supérieur à l'augmentation du nombre d'élèves. Donc, on dépense plus d'argent par élève qu'on le faisait en 2010 ou même en 2019. Qu'est-ce qui fait que, malgré le fait qu'on dépense plus d'argent, votre étude montre qu'il manque de l'argent? L'écart vient de où? Là, des postes où il y a eu un gros sous-investissement, c'est notamment en ce qui concerne la réfection et la rénovation, en fait, l'entretien des écoles. Notre plan de relance chiffre 3,7 milliards, mais à peu près le 3/4 de cet argent-là qui va à la réfection et à la rénovation des écoles. Le parc d'immeubles, le parc d'écoles au Québec, la plupart des écoles, on les a construites dans les années 50, 60 et 70. Fait en sorte que grande quantité d'écoles dans les années 2010 et 2020 sont arrivées à leur fin de vie utile. Et malheureusement, dans les années 2000 et 2010, on a beaucoup négligé l'entretien de ces écoles. Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on arrive à une situation où on doit rattraper ce qu'on n'a pas dépensé dans les années 2000 et 2010. Et aussi, il faut intervenir de manière urgente puisque l'état des écoles, l'état du parc des écoles, fait en sorte que les enfants peuvent carrément
devenir malades ou sont à risque de devenir malades en fréquentant les écoles. Donc, l'un des facteurs explicatifs de pourquoi il faut mettre autant d'argent, c'est vraiment le déficit d'entretien et de rénovation des écoles. Dans votre rapport, vous parlez de nouvelle gestion publique comme d'une façon de gérer les dollars en éducation. Explique-nous ce que ça veut dire, Maxime. En fait, à partir des années 80, beaucoup de politiques publiques se sont inspirées d'un courant politique, économique et aussi administratif qu'on appelle le néolibéralisme. Et le néolibéralisme, quand on le traduit en gestion concrète, ça a donné la nouvelle gestion publique. Et la nouvelle gestion publique, c'est un peu de gérer des organisations publiques comme si c'était des entreprises privées, comme s'il n'y avait pas de différence entre une organisation publique et une organisation privée. Et malheureusement, ce type de gestion-là nous amène à toujours vouloir planifier en dessous des besoins réels, à démoniser les surplus et à faire en sorte de toujours planifier en fonction d'utiliser le moins de ressources possible. Mais la conséquence directe de tout ça, c'est la précarisation des emplois en éducation. Donc, à force de ne pas vouloir embaucher assez de gens, à force de ne pas vouloir conférer des postes à temps plein ou permanent, on en vient à précariser les gens, on en vient à faire en sorte que les économies que le système réalise, on les fait sur le dos des travailleurs et des travailleuses, fait que le milieu de l'éducation, actuellement, est un milieu qui est véritablement gangréné par la précarité. Si on prend la précarité d'emploi dans les autres secteurs, la précarité d'emploi dans les autres secteurs à l'extérieur de l'éducation, ça touche à peu près 13 % des gens. Donc, 13 % des gens qui travaillent sont des précaires dans les autres secteurs. Au niveau de l'éducation, on parle 40 % des enseignants, de 21 % des professionnels de services et de 61 % du personnel de soutien. Donc, le milieu de l'éducation en soi est vraiment un milieu caractérisé par une forme de précarité normalisée, institutionnalisée. Et cette précarité-là, il ne sera pas possible de contrer cette précarité sans se défaire de ce mode de gestion-là. J'ai été surpris par le chiffre d'autour de 40-42 % au niveau des enseignants en ce qui a trait à la précarité. Qu'est-ce qui fait qu'un enseignant est catégorisé comme précaire selon votre étude? Un enseignant va être précaire lorsqu'il n'a pas une tâche pleine et lorsque d'année en année, on ne lui assure pas une tâche pleine. Donc, lorsqu'un enseignant est à X % de tâches, lorsqu'un enseignant n'atteint pas les seuils requis pour être à temps plein, ou lorsque d'année en année, son poste n'est pas garanti. Quand on parle de nouvelle gestion publique, tu l'as nommé tout à l'heure, Maxime, c'est l'idée de dépenser le moins d'argent possible, maximiser le temps de tout le monde. Pour les parents qui nous écoutent, pour les payeurs de taxes qui nous écoutent, il y a quelque chose de sain là-dedans. Comment trouver cet équilibre-là, selon l'IRIS, entre maximiser les rendements de chaque dollar investi en éducation, puis tu sais, c'est plusieurs dizaines de milliards qu'on investit en éducation, et ne pas surcharger les travailleurs, entre autres par la précarité d'emploi ou le manque de services? La première chose, c'est de se défaire de cette idée de maximiser les dollars en éducation. Okay. De plus en plus, on entre dans une logique où on veut que les organisations publiques fonctionnent à partir des critères du secteur privé. C'est sûr qu'on va toujours être déçu. Si on veut que l'éducation maximise chaque dollar, on va toujours être déçu. Les fonctions de l'éducation sont hautes et il faut voir si l'argent est utilisé de manière efficace et de manière rationnelle. Donc, au niveau de l'éducation, d'indicateurs les plus probants, c'est plus les taux de diplomation, ce genre de choses-là. Ouais. Et il y a aussi, dans le discours actuel, il y a un problème, c'est-à-dire qu'on fait miroiter aux contribuables l'idée que l'argent est mal géré, qu'on pourrait faire plus avec moins. Mais si vous regardez là, depuis 30 ans, beaucoup d'acteurs politiques ont fait le discours qu'ils allaient faire plus avec moins et que, dans le fond, ils allaient juste couper dans le gras. Or, personne n'a réussi. Donc ça, c'était un peu une promesse vide et, je dirais, irresponsable que plusieurs politiciens tiennent depuis plusieurs années. Ils disent aux contribuables qu'eux, ils vont faire plus avec moins. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ça devient impossible de faire plus avec moins. Donc, il faut se défaire de cette idée-là. Il faut accepter l'idée que si on veut faire plus, il faut mettre plus. Oui, puis pour ceux qui connaissent le système d'éducation, puis on l'a vu dans les récentes vagues de compression budgétaire annoncée par le gouvernement,
les dépenses en personnes qui ne sont pas dans les écoles ou auprès des élèves sont assez petites dans les centres de services scolaires. Donc, il n'y a pas tant de monde que ça qui travaille en administration et en gestion dans les centres de services scolaires, contrairement peut-être au domaine de la santé où il y a un petit peu plus de paliers et de niveaux hiérarchiques. La majorité de l'argent va quand même près des élèves en éducation. Oui, et ça, c'est d'ailleurs assez ironique. Je fais la comparaison, puisqu'il y a beaucoup de gens qui tiennent ça, le discours de faut couper faut couper dans le gras en éducation, faut couper dans les dépenses aussi. Et, ce discours-là, on l'a vu en santé. On l'a vu quand a été créé Santé Québec. Et qu'est-ce que Santé... Un an après la création de Santé Québec, qu'est-ce qu'on constatait? C'est que Santé Québec avait augmenté la proportion de cadres et Santé Québec avait fait exactement l'inverse de ce qu'elle prétendait faire. Donc, toute cette idée-là qu'on va couper dans la direction, qu'on va couper dans le gras, qu'on va faire ci, faire ça, on vient d'avoir un exemple en santé à quel point même les gens qui disent qu'ils vont le faire ne le font pas et ne sont pas capables de le faire. Et imaginez en éducation où là, effectivement, une bonne partie de l'argent va aux professeurs, aux services et aux gens qui sont près des élèves. Un des constats que vous faites aussi, c'est le manque d'adultes à l'école, donc d'adultes compétents, le manque d'enseignants, le manque de professionnels, le manque d'orthopédagogues. Une de vos recommandations, c'est justement d'instaurer un ratio. Vous souhaitez une orthopédagogue par 160 élèves au lieu de, je pense, c'est 400 maintenant, hein, c'est ça? Si on regarde au niveau là, des principaux postes là, des professionnels des services où il y a des manques là, au niveau des orthopédagogues, des orthophonistes, des psychoéducateurs et des psychologues, donc ça, c'est un peu les 4 professions où on trouve souvent des manques, ces gens-là se ramassent à gérer chaque année plusieurs centaines de cas. Donc, dépendamment de la région, tout dépendamment des besoins des effectifs, mais ces gens-là gèrent plusieurs centaines de cas. Donc, nous, ce qu'on veut faire en sorte, c'est que ces gens-là ne gèrent pas plus que 160 cas par année. Donc, ramener ça à des niveaux humainement gérables, humainement possibles, où le travail peut être de qualité, rigoureux et ne pas amener à des surcharges ou encore de l'épuisement professionnel. Donc, au niveau des professionnels des services, faire en sorte que chaque professionnel n'ait plus à s'occuper de plusieurs centaines de cas, mais bien maximum de 160. Puis au niveau des enseignants non légalement qualifiés, ça, c'est l'une des choses qui nous a vraiment, vraiment surpris et inquiétés en faisant l'étude. Notre étude montre à quel point au Québec, en ce moment, il y a un essor fulgurant des enseignants non légalement qualifiés et à quel point la pénurie d'enseignantes est tellement devenue criante qu'il faut embaucher des gens qui n'ont pas les compétences légales et que ces gens-là vont enseigner à nos enfants. Mais c'est une situation qui, dans une perspective où c'est temporaire, on peut vivre avec ça, mais on ne peut pas, je dirais, vivre confortablement avec l'idée que sur 5-10 ans, une proportion plus grande toujours plus grande de gens qui n'ont pas les compétences légales pour enseigner vont enseigner. Oui, absolument. Et ça mène le défi. Votre étude donc parle de financement. Donc, l'idée de réduire les ratios nécessite l'embauche de personnes, mais embaucher des gens dans des professions qui sont en pénurie, que ce soit les enseignants ou les orthopédagogues, par exemple. Comment est-ce qu'on réussit à concilier les deux? Comment est-ce qu'on réussit à dire non, on en a besoin de plus, mais dans les faits, il en manque déjà 10 000 dans le réseau qui sont légalement qualifiés. Comment les RIS proposent de combler cet écart-là? Au niveau des professionnels des services, l'une des choses à faire, c'est que ceux qui sont déjà dans le réseau, il y a une partie de ces gens-là qui sont des précaires. Donc, d'utiliser ce qu'on appelle là, les ETC, les équivalents de temps complet, pour créer des postes. Donc, les gens qui sont des professionnels des services, déjà dans le réseau, déjà de faire en sorte que ces gens-là passent de la précarité à la permanence. Donc, déjà là, on va stabiliser ces gens-là dans le réseau, puisque l'un des problèmes, c'est que ces gens-là quittent vers le secteur privé. Donc, première des choses, assurer la permanence des gens qui sont là pour faire en sorte qu'ils ne quittent plus vers le secteur privé. Puis, en fonction de conditions plus avantageuses et notamment d'une sécurité d'emploi beaucoup plus stable, embaucher des gens directement du secteur privé. Donc, en augmentant l'attractivité des conditions de travail au niveau des services dans le secteur public, on va pouvoir maintenir les gens qui sont déjà dans le réseau et de deux, attirer les gens qui sont dans le secteur privé et aussi attirer une plus grande quantité de diplômés. Puisque en ce moment, beaucoup de diplômés de ces filières-là
passe directement de l'université au secteur privé, ne passe pas par le secteur public. Donc ça, c'est pour les professionnels des services. Et pour les enseignants non légalement qualifiés, là, il y a plusieurs choses à faire. Il faut savoir que la pénurie d'enseignants semble au départ par le fait qu'il y a de moins en moins d'étudiants et d'étudiantes qui diplôment. Donc, il y a de moins en moins de gens qui étudient dans les filières qui mènent à des brevets pour l'enseignement. Donc, faire en sorte nous, ce qu'on propose, c'est de faire en sorte qu'il y ait plus de gens diplôment. Donc, on propose de créer une bourse de formation pour les gens qui étudient dans ces filières-là. OK. Aussi, on propose la rémunération des stages. Et pour les gens qui sont déjà dans le réseau, qui sont déjà des enseignants non légalement qualifiés, bon, on propose que ces gens-là se fassent payer une formation au niveau de une formation de qualification, que ces gens-là aussi aient leurs heures de stage rémunérées. Donc, afin de favoriser comme un maintien en emploi Ouais. simultanément à une formation. Oui, parce qu'une des statistiques aussi à l'échelle du Québec, c'est un étudiant sur deux qui étudie pour devenir enseignant va décrocher du bac en enseignement avant même de graduer. Donc, l'idée de rémunérer les stages, d'offrir des bourses peut certainement aider en tout cas à réduire cette statistique-là, à faire en sorte qu'il y ait plus de gens qui graduent. Il va y avoir des élections au mois d'octobre. Là. Nouveau premier ministre, nouveau ministre de l'Éducation, et tu l'as devant toi. Qu'est-ce que tu lui dirais à cette personne-là pour la convaincre de signer le chèque que vous lui demandez de signer pour rénover les écoles, embaucher les gens, mieux former, rémunérer les stages, etc. Ça serait quoi les arguments que tu mettrais de l'avant, Maxime? Le plan de relance qu'on propose peut sembler cher, mais si on s'amuse à essayer de calculer qu'est-ce que ça va coûter que de ne pas le mettre en place, je pense qu'on va s'inquiéter. Sur 10 ou 20 ans, ça va être quoi le prix, le coût social de faire en sorte que des centaines de gens n'obtiennent pas le soutien éducatif nécessaire à travers des services adaptés? Ça va être quoi le coût social que des centaines de gens non légalement qualifiés enseignent à des milliers d'écoliers? Ça va être quoi le coût social? Ça va être quoi le coût sanitaire des enfants dans les écoles dont le tiers sont jugés en mauvais état selon les critères du gouvernement? Et en fait, la moitié sont jugés en mauvais état et le tiers ont des problèmes au niveau de la qualité de l'air, de l'eau, ce genre de choses-là. Donc, on a le choix en ce moment de payer une facture qui peut nous sembler assez désagréable, mais c'est la facture à payer pour éviter d'en avoir une beaucoup plus salée dans 5, 10 ou 20 ans, surtout en ce qui concerne la réfection des écoles, puisque les écoles, elles arrivent en fin de vie utile. Plusieurs arrivent en fin de vie utile. Donc, la dégradation qu'il va y avoir dans les 5 ou 10 prochaines années de ces écoles-là va être importante. Une vieille école se dégrade beaucoup plus vite qu'une école récente. Donc, on a le choix en ce moment de payer une facture on va dire, OK, c'est peut-être pas ce qu'on aurait voulu. C'est peut-être pas la dépense qu'on aurait voulu, mais c'est la dépense dont on a besoin. Maxime Fortin, chercheur à l'IRIS et co-auteur de l'étude « 4 mesures pour un plan de relance en éducation » avec l'autre chercheur Anne Plourde. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci, Dan. On parle souvent de l'urgence de nourrir nos élèves. On sait qu'au Québec, c'est près de 20% des jeunes qui ne mangent pas à leur faim quand ils arrivent à l'école. Alors, comment ça se passe pour passer de la théorie à la pratique sans tomber dans le gaspillage d'argent ou le gaspillage de nourriture? Le Manitoba l'a fait et on reçoit aujourd'hui Mireille Kazadi, directrice des services aux élèves à la division scolaire franco-manitobaine, qui a commencé sa carrière dans une école comme auxiliaire et qui, 30 ans plus tard, pilote un programme qui nourrit des milliers d'enfants à tous les jours. Mireille Kazadi, merci d'être là. Bonjour. Madame Kazadi, je le disais, donc le Manitoba a décidé de nourrir tous les enfants. Je pense que c'est dans le milieu francophone, là, principalement, que c'est fait. À quoi ça ressemble, ce programme-là, qui permet de nourrir les jeunes dans vos écoles? Le programme, c'est un programme universel de nutrition. C'est pour le Manitoba, pas seulement pour les programmes francophones. Alors, c'est tout le Manitoba qui adhère à ce programme-là. Alors, c'est un programme qui était donné pour créer de l'équité. Au niveau de nos écoles, on sait qu'on a des élèves qui viennent à l'école sans avoir mangé. Parce qu'évidemment, en famille, il n'y a pas de moyens. Le niveau économique des parents affecte la nutrition, évidemment, des enfants. Ouais. Alors, le gouvernement a décidé, il y a
quelques années, 2-3 ans, de pouvoir offrir un peu de la nourriture à tous nos élèves qui viennent à l'école. Ça leur permet de bien apprendre. Évidemment, quand le ventre est bien rempli, ben, c'est sûr qu'on est prêt à apprendre et à faire des apprentissages au courant de la journée. Donc, Est-ce que ça veut dire que les parents au Manitoba n'ont plus besoin de préparer de lunch pour leur enfant? Pas nécessairement que les parents n'ont pas besoin. Ceux qui le peuvent vont certainement continuer à offrir de la nourriture à leurs enfants. C'est pas ça. Mais il se peut qu'il y en a qui aient aussi de la nourriture à la maison, mais parce que les jeunes, on les connaît, surtout à l'adolescence. Ils n'ont pas le temps de faire le dîner, ils n'ont pas le temps, ou soit que ils se sont réveillés tard. Ben évidemment, ils vont venir à l'école. Ils n'auront pas le ventre affamé. Ils vont certainement trouver quelque chose qu'ils vont manger puis qui vont leur permettre de continuer la journée puis de continuer à faire des apprentissages. Combien de jeunes au total sont visés par cette mesure-là au Manitoba? Je n'ai pas le pourcentage exact des jeunes touchés par ça, puisque évidemment, c'est un programme universel qui est offert à tout le monde. Alors, on ne peut pas nécessairement cibler ceux-là qui ne peuvent pas manger, mais il est offert à tout le monde. Comme j'ai dit tantôt, celui qui a oublié son dîner dans l'autobus aura quand même quelque chose à manger à l'école. Concrètement, comment ça fonctionne? Prenons l'exemple d'une école primaire, par exemple. Comment est-ce que la nourriture... Parce que là, ce que je comprends, c'est que c'est pas nécessairement que la nourriture, elle est produite à l'école pour tous les élèves systématiquement. L'idée, c'est de compenser pour les élèves qui n'ont pas de nourriture à la maison, qui ont oublié leur lunch ou qui ont un manque de nourriture pour une journée donnée. Comment est-ce que la nourriture se rend jusqu'à l'élève à l'heure du midi? Évidemment, on a des réalités différentes. On a des écoles en ville et puis on a des écoles en campagne, hein, où est-ce que nos réalités sont complètement différentes. Pour les écoles en ville, on sous-traite un service dans un restaurant qui va certainement produire les dîners et puis les livrer dans les écoles. Et les parents s'enregistrent déjà à l'avance parce qu'ils savent que nous avons ce programme de dîner. Donc, ils vont certainement nous dire dès le début de la rentrée scolaire que, bien évidemment, je suis sans emploi ou voici la situation familiale. J'aimerais que mon enfant puisse participer au programme de dîner. Certainement, sans poser de questions, sans hésitation, on va ajouter les élèves à la liste et on va donner un nombre au restaurant. Il y a certainement du surplus, un pourcentage qu'on ajoute un peu plus pour s'assurer que même celui qui a oublié son dîner parce que maman l'a fait à la maison ait aussi quelque chose à manger. Est-ce qu'il y a un risque de stigmatisation des enfants? Parce qu'on l'entend parfois, cette mesure-là revient dans certains programmes électoraux au Québec. Là, une fois par 10 ans, il y a un parti politique qui va parler de nourrir les enfants à l'école, toujours avec des bonnes intentions, comme celles que vous avez au Manitoba. Puis des fois, on va entendre les deux critiques qu'on entend le plus souvent, c'est, encore une fois, on déresponsabilise les parents de leur rôle de nourrir leurs enfants et il y a un risque de stigmatisation des jeunes en situation de vulnérabilité. Comment est-ce que c'est vécu chez vous? Mais c'est pas vécu dans le sens où est-ce qu'on veut stigmatiser les enfants, non pas nécessairement, puisque nous le rendons universel, quand vous êtes à tout le monde, alors il y a moins de risque de se faire stigmatiser. L'enfant qui a renversé son dîner juste quelques minutes avant de manger a aussi accès à ça. Alors ça enlève un peu tout le stigma qu'on peut avoir lorsqu'on sert ces dîners-là. Donc, c'est vraiment fait de façon universelle, sans jugement. Puis, un enfant demande quelque chose, on n'a pas besoin de le questionner, on n'a pas besoin de questionner le parent, on lui offre sans hésitation. Et la critique sur la déresponsabilisation des parents, ça, est-ce que vous l'avez entendu chez vous? Certainement que dans le milieu, vous savez, on parle avec des humains, c'est sûr qu'on l'entend, mais c'est pas ça nécessairement la réalité. Lorsqu'on va creuser plus loin, on va voir nécessairement que oui, c'est un besoin nécessaire au niveau de cette famille-là. Alors, mais la directive que nous avons reçue du ministère, c'est de ne pas stigmatiser les gens, c'est d'offrir le dîner autant qu'on peut lorsqu'une personne le demande. Vous l'avez dit, donc c'est une décision qui a été prise il y a quelques années de la part du gouvernement au Manitoba. Quels ont été les plus grands défis de mise en place? Puis dans une entrevue que vous avez donnée à Radio-Canada, je disais, là, c'est un peu comme, vous disiez que c'était un peu comme construire un avion en plein vol. Donc, quand c'est des programmes gouvernementaux comme ça, offerts à tout le monde, ça vient avec beaucoup de défis et beaucoup de risques aussi, entre autres de gaspillage. Quels ont été les plus grands défis que vous avez fait face? Les plus grands défis, c'était, évidemment, on vous donne des fonds, puis vous devez commencer à offrir les dîners. On n'a peut-être pas des cuisines prêtes pour faire les repas sur place. Alors, il fallait automatiquement commencer avec la formation du personnel, s'assurer que le personnel savait comment, avec la certification de la manutention des aliments, pour s'assurer au moins que ce qui est offert aux enfants est bien fait et en ayant les normes de nutrition. Il y a ça qu'on a dû continuer à faire au courant de l'année. On a commencé aussi avec des aliments aussi simples que acheter des fruits,
les amener à l'école pour que les enfants aient au moins quelque chose à manger déjà, des choses déjà pré-cuites au niveau des magasins qu'on offrait. Alors, on a évolué comme ça jusqu'au point où on se dit, le programme est devenu trop grand, on peut pas tout faire au niveau des écoles parce qu'on n'a pas nécessairement des cuisines adaptées. Donc, il fallait sous-traiter un service qui prépare des dîners, des sandwichs, des soupes, ainsi de suite, et qui vient livrer à l'école. Ça fait quelques années que c'est en place ou en cours d'implantation. Avez-vous été en mesure de voir des impacts significatifs au niveau, je ne sais pas si c'est au niveau de la réussite ou à tout le monde, au niveau du bien-être des écoles, des groupes et des élèves individuellement? Mais certainement au niveau du bien-être, mais on sait aussi qu'il y a certainement un lien qui est fait au niveau des apprentissages parce qu'on sait quand un élève a bien mangé, mais c'est sûr qu'il est là très attentif à l'école en train de suivre, de vous écouter. Alors oui, ça a augmenté la socialisation au niveau des élèves, comme vous pouvez le dire. Manger, c'est aussi socialiser. Alors les élèves sont là présents, ils mangent. Des fois, ils mangent même des aliments qu'ils ne mangent pas chez eux à la maison, mais qu'ils vont certainement le manger à l'école parce qu'évidemment, la pression des plats, la socialisation qui se fait autour de ces aliments-là. Donc, c'est ça. Je pense qu'il y a un très grand impact au niveau scolaire et puis des apprentissages, mais aussi au niveau de la socialisation des élèves. En terminant, si jamais le Québec vous recrutait, vous, là, pour implanter un programme similaire pour tous les élèves du Québec, ça serait quoi peut-être le piège à éviter ou le plus grand défi auquel il faudrait faire attention dans l'implantation d'un tel système à grande échelle? La première chose, c'est toujours la main-d'œuvre, parce que lorsqu'on vous offre des fonds, il faut voir qui est la personne qui va être là. Ça va être prendre un rôle, la formation qu'il faudra donner à cette personne. Avons-nous des infrastructures qui vont répondre à ces besoins-là? Puis regarder tout le portrait au complet parce que c'est pas toujours facile d'offrir des aliments. On veut s'assurer que cela soit fait dans des conditions qui respectent les normes alimentaires nécessairement. Donc, il faut s'assurer qu'on a de la main-d'œuvre, il faut s'assurer qu'on a l'infrastructure, des cuisines bien faites, des cuisines bien nettoyées aussi pour s'assurer qu'on offre quelque chose de très approprié puis de nutritif à nos enfants. Mireille Kazadi, directrice des services aux élèves de la division scolaire franco-manitobaine. Merci d'avoir été là. Merci à vous. Si je retiens une chose de l'épisode d'aujourd'hui, c'est nourrir un enfant à l'école ou financer correctement une classe, c'est pas du gaspillage. C'est ce qui rend les jeunes capables. Le Manitoba en a fait un choix. L'IRIS, lui, il met un prix, 3,7 milliards de dollars par année. Mais la vraie question, c'est pas est-ce qu'on en a les moyens, mais c'est qu'est-ce qu'on décide de protéger. Cet épisode parle à ceux qui décident des budgets en éducation. Si vous en connaissez une direction d'école, un élu, un cadre d'un centre de service scolaire ou même un député, envoyez-lui ces deux conversations. C'est à eux ou à elles qu'on s'adresse. Abonnez-vous sur YouTube, abonnez-vous sur toutes les plateformes audio du balado, si ce n'est pas déjà fait. On se revoit la semaine prochaine pour le dernier épisode de la saison, le 40e, où on reçoit des jeunes qui nous parlent de leur expérience scolaire. Et on reçoit aussi le maire d'une grande ville québécoise qui devient ministre de l'Éducation d'un jour. Prenez soin de vous et on se revoit la semaine prochaine. Bye tout le monde.